Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Académie Lorraine des Sciences a le privilège de compter dans ses rangs deux éminents spécialistes du carbone inorganique. Le professeur Guy Furdin, qui sait tout des effets que produit l'insertion d'éléments métalliques dans le graphite ou les fullérenes. La professeure Elisabeth Bauer-Gross, à ma droite, qui a consacré sa vie de chercheuse au carbone sous sa forme diamant et aux composés intermétalliques dans lesquels le carbone occupe les sites interstitiels. Vous expliquera tout ça tout à l'heure. Nous la recevons ce soir pour nous parler du plus utile de ces composés, la cémentite. Elisabeth Bauer-Gross a effectué toute sa carrière à l'Université de Lorraine, dont elle est aujourd'hui professeure émérite. Elle enseignait à l'École des mines de Nancy et fait sa recherche dans les laboratoires qui se sont regroupés pour former l'Institut Jean Lamour. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur de l'ISIN, aujourd'hui Polytech Nancy, elle a poursuivi sa formation par un DEA, puis un doctorat d'ingénieur en 1979, suivi d'un doctorat d'État de l'INPL en 1985. Elle s'est spécialisée en microscopie électronique, notamment lors d'un séjour à l'université de Bradford au Royaume-Uni, mais elle maîtrise également d'autres techniques telles que la spectrométrie Mös-Bauer. Son champ d'investigation est particulièrement large puisqu'elle a étudié un grand nombre de matériaux complexes comme le monoxyde de fer FeO, les nitrures, carbures et siliciures de métaux de transition et le diamant. Elle nous dit ce soir tout le bien qu'elle pense de la cémentite Fe3C, un composé essentiel en métallurgie et dont la présence dans les aciers et les fontes est responsable de leurs extraordinaires performances mécaniques. Je m'arrêterai ici pour que cette présentation de Madame la professeure Bauer-Gross reste plus courte que sa communication, bien que son rôle d'enseignante et de responsable d'équipe mériterait bien d'autres développements. Je suis très heureux de sa récente promotion en tant qu'académicienne de la LS et je tiens bien entendu à la féliciter avant de lui passer la parole. Elisabeth, tu disposes de 20 minutes de temps de parole pour tout nous dire de la cémentite. Merci Jean-Marie. Je voudrais déjà commencer par remercier le conseil d'administration, monsieur le président, de cette promotion qui m'honore, et je vais continuer à poursuivre dans ce que je fais actuellement pour mériter encore cette nouvelle position. Je tiens à exprimer ma gratitude en particulier à mes parrains et marraines qui sont ici, et puis à Jean-Marie et à Dominique qui m'ont particulièrement épaulé. Donc un grand merci pour leur gentillesse, pour leur bonne humeur et pour leurs compétences. Maintenant, mais on ne remet pas d'épinglette puisque vous l'avez déjà reçu en tant que sociétaire. Bien, je vais commencer. Alors voici le plan. La cémentite, je vais essayer en 20 minutes de vous montrer ce que je considère un peu comme des prouesses dans ce matériau. On va commencer par l'identifier, et puis ensuite on verra ses applications industrielles, et puis ce qu'elle promet de faire dans les applications à venir. Alors, la cémentite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un composé chimique qui est trouvé dans un matériau produit par l'homme. Sa formule, c'est Fe3C, et elle appartient à la famille des carbures de fer. On trouve parfois qu'elle s'appelle θ. Et donc, voici son arrangement atomique. Dans une maille orthorhombique qui est assez conséquente, il y a 12 atomes de fer et 4 atomes de carbone qui sont fortement liés. Et sa particularité, c'est d'avoir des atomes de carbone qui se mènent dans des sites prismatiques, comme on le voit ici, et qu'on peut voir au milieu de la maille ici. Donc, en fait, ça va conférer à la cémentite des propriétés clés, parmi lesquelles il y a les propriétés
mécaniques, des propriétés magnétiques et des propriétés catalytiques. Alors, pour exciter un peu votre curiosité, la cémentite fait partie des matériaux magiques depuis 2019. Donc, on va essayer de voir en quoi ça consiste. On va regarder maintenant ses origines. Quand est-ce qu'elle a été trouvée? Alors, c'est d'abord dans les aciers au carbone, c'est dans les fontes, vers 1885. Et vous voyez ici un acier extra dur qui était qui a été en fait observé par deux chercheurs, Osmond et Wertz. Et en fait, ces personnes ont vu une cémentite dans cet acier. C'est la cémentite qui se trouve autour des grains que vous voyez ici. Et ils l'ont appelée cémentite par analogie avec le ciment utilisé pour sceller les murs de pierre. Et puis, en fait, dans l'acier que je vous montre, eh bien, il y a 17% de cémentite en volume et le reste se cache à l'intérieur des grains, qui sont des grains de perlite, dans lesquels vous avez la cémentite qui est en lamelle avec la ferrite. Alors, aujourd'hui, eh bien, il y a 50 millions de tonnes de cémentite qui sont produites annuellement dans 1,6 milliard de tonnes d'acier. Et puis, on l'a trouvé aussi dans les résidus de catalyseurs. Des catalyseurs basse fer qui étaient utilisés pour la synthèse de Fischer-Tropsch vers 1923. Alors là, à l'époque, cette synthèse était faite pour faire du carburant de synthèse pour remplacer le pétrole. Et donc, on valorisait dans des usines le charbon. Et il y avait une usine pas très loin de chez nous, l'usine de chimie de la Roue, qui fournissait du carburant de synthèse par par ce procédé. Et en fait, on avait besoin de catalyseurs, et les catalyseurs qui étaient utilisés étaient constitués de particules actives à base de fer, immobilisées sur de l'acide poreuse. Et en fait, ce catalyseur évoluait dans le temps. Il se transformait en particulier en cémentite sous l'action du gaz de synthèse qui était de l'oxyde de carbone, un mélange oxyde de carbone-hydrogène. Alors aujourd'hui, eh bien, les catalyseurs base Fe3C sont utilisés pour la production de nombreux hydrocarbures dans des usines qui maintenant ne valorisent plus le charbon, mais valorisent la biomasse. Alors, regardons maintenant la cémentite dans des applications industrielles. Eh bien, on devine qu'il y en a dans l'acier. Et donc, on sait que la cémentite elle a un rôle durcissant qui est sous-entendu depuis longtemps. Tout à l'heure, je vous parlais d'un acier extra dur. Et donc, il y a une classification traditionnelle d'acier qui contiennent de la cémentite lamellaire qui est celle-là suivante. Extra doux, doux, demi-doux, demi-dur, dur, extra dur. Alors, ça vient du fait que la cémentite a une dureté importante, c'est 1100 Vickers dans les unités qu'on choisit pour mesurer la dureté. Par comparaison, le fer, c'est 110 Vickers et le diamant, qui est la référence, c'est 10 000 Vickers. Alors, on peut ajouter une colonne concernant le pourcentage volumique de cémentite lamellaire en lien avec la teneur en carbone. Le voici, donc on peut voir tout de suite le rôle durcissant de la cémentite lamellaire. Et puis, on peut rajouter d'autres propriétés mécaniques qui sont extrêmement utiles pour les aciers. C'est la limite d'élasticité, la résistance mécanique et l'allongement à la rupture, qu'on appelle encore ductilité. Donc, ce qu'on voit sur ces dernières colonnes, c'est que quand le volume de cémentite lamellaire croît, on a la limite d'élasticité et la résistance mécanique de l'acier qui augmente, mais par contre, on a la ductilité qui diminue. Ça peut être gênant dans certains cas, mais on a des possibilités, en fait, d'obtenir un acier perlitique à la fois ductile et ultra résistant en sphéroïdisant la cémentite lamellaire sous forme de nanoparticules. Alors, c'est une transformation qu'on connaît depuis longtemps. Le fait de la faire sous forme de nanoparticules, c'est depuis moins longtemps. Et ici, je vous montre deux micrographies. La première, c'est la résistance. C'est celle qui correspond à de la perlite lamellaire. La résistance mécanique est de 850 mégapascales pour une ductilité de 12. Quand on transforme cette perlite lamellaire en globules, eh bien, cette fois-ci, on a 1500 mégapascales de résistance mécanique et 20% de ductilité. En plus, ça se fait à bon marché d'après les auteurs. Donc, en fait, on peut regarder, pour avoir une idée plus générale des effets de cette sphéroïdisation sur la cémentite, eh bien, on peut regarder ce qui s'est passé. J'ai pris un
un peu par hasard le premier semestre 2021, il y avait une demi-douzaine de publications qui indiquaient les propriétés qui s'amélioraient en mettant de la cémentite sous forme globulaire. Et donc, on voit toutes sortes de propriétés, dont l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le compromis résistance ductilité. Et ça va jusqu'à la résistance au feu, au formage superplastique, etc. Donc, on peut dire que la cémentite joue un rôle crucial dans les propriétés des aciers et des fontes. Et puis, une recherche très active est menée avec Fe3C comme promoteur de nouveaux aciers. Je terminerai la partie acier avec cet exemple concernant les câbles. Un câble, eh bien, c'est finalement un ensemble de torons. Les torons, ce sont des fils qui sont tortillés. Ces torons sont enroulés autour d'une âme. Dans un câble traditionnel qui ferait 3-4 cm de section, eh bien, on a 6 torons pour des torons qui contiennent 13 fils. Eh bien, ça peut être plus. En particulier, Fe3C existe dans des ouvrages exceptionnels. Et là, c'est l'exemple que je cite, c'est un pont japonais qui contient au moins 6000 tonnes de cémentite dans les haubans. Et ce pont japonais, il n'a pas trop de piles, heureusement. C'est le plus long pont suspendu à travers unique, près de 2 km de portée, conçu pour résister à un tremblement d'air important et à des vents violents. Donc, le voici ici. Et voici une photo de l'extrémité du câble. Le diamètre est de plus d'un mètre c'est à plus d'un mètre au niveau du diamètre. Les torons, il y en a 290, il y a 127 fils par toron. Et si on fait le bilan, il y a une longueur totale des fils qui vaut environ 7 fois le tour de la Terre. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé dans cette partie concernant les aciers. Maintenant, regardons ce qui se passe au niveau des catalyseurs à base de fer. En 1956, en fait, en 1923, on se rendait compte que Fe3C était dans les résidus. En 1956, on a testé Fe3C comme catalyseur de la synthèse Fischer-Tropsch, je dirai FTS après, avec une activité catalytique égale à celle des métaux nobles. Donc depuis, on a fabriqué des catalyseurs à base de cémentite, surtout qu'en fait, la FTS a un intérêt industriel renouvelé en raison de la nécessité de réduire la dépendance mondiale aux énergies fossiles ces dernières années. Donc, je vais vous montrer des applications, quelques exemples concernant ce qu'on peut faire avec la cémentite comme catalyseur. Eh bien, c'est assez récent. En 2021, on a pu faire un catalyseur qui était fait de petites nanoparticules de cémentite. La taille, c'est 13,6 nanomètres. Elles sont recouvertes de graphène, elles sont incrustées dans du charbon actif et elles ont des performances assez extraordinaires puisque le taux de conversion de l'oxyde de carbone est de l'ordre de 98,5%. Et puis, elles sélectionnent, en particulier pour les hydrocarbures, de longues chaînes carbonées. Un autre exemple qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, on a les nanoparticules de cémentite. Alors là, elles sont vraiment très, très petites. C'est du style 2 nanomètres de diamètre. Eh bien, elles arrivent à catalyser la synthèse des nanotubes de carbone. Donc, c'est ce qu'on voit ici, avec une image. Vous voyez que ça fait 2 nanomètres. À 0 seconde, on a la petite particule excusez-moi, j'ai pas de pointeur, là. Voilà. Ici, c'est la petite particule de cémentite. Et puis ici, moins d'une minute après, on a le tube de nanocarbone qui pousse. Et donc, on sait combien les nanotubes de carbone sont des matériaux importants pour les nanotechnologies. Le dernier exemple, c'est de l'éponge magnétique de cémentite pour la décomposition d'ammoniac. Et là, eh bien, c'est aussi extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça pourrait être une alternative économique pour des catalyseurs qui actuellement sont au ruthénium. Maintenant, la cémentite dans les applications à venir, eh bien, elle intervient dans des actions pour l'énergie. On sait qu'on a un très grand besoin de développer des électrocatalyseurs performants. Et en 2010, Fe3C a été testé avec succès comme électrocatalyseur pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Bon, c'était assez marrant, j'ai pas le temps de le décrire, mais on est parti d'une feuille de ficus et on l'a minéralisée en cémentite. Et c'était joli, quoi.
Donc en fait, depuis, on a montré dans différents dispositifs que ces électrocatalyseurs base Fe3C pourraient avantageusement soit remplacer avec des performances supérieures des électrocatalyseurs base platine, soit améliorer le fonctionnement des électrodes en carbone. Alors c'est pareil, j'ai quelques exemples à vous montrer. C'est la pile à combustible, la batterie métallaire, la cellule solaire à colorant ou la batterie lithium-ion. Et ici, eh bien, on peut voir les dispositifs et les endroits où on a mis la nouvelle électrode base Fe3C. Ici, c'est la contre-électrode, et puis ici, la note de stockage de lithium. Donc maintenant, au niveau des résultats, eh bien, pour la pile à combustible ou la batterie zinc-air, on a des électrocatalyseurs classiques qui sont faits de nanoparticules de platine qui sont incrustées dans du charbon actif. Les nanoparticules, c'est 3,6 nanomètres pour le platine. Eh bien, dans le cas de la pile à combustible, en remplaçant par une électrode à base de cémentite, on voit la durabilité et la stabilité de la pile à combustible qui est améliorée. Et pour les batteries zinc-air, c'est la même chose. Et cette fois-ci, on a fait rentrer des nanoparticules de cémentite dans des nanotubes de carbone. Et c'est toujours les couleurs rouges pour la cémentite. On voit qu'on a des caractéristiques supérieures pour ce nouveau type d'électrode. Les cellules solaires à colorant, même chose. Et puis la batterie lithium-ion, cette fois-ci, on n'a pas comme référence la base platine, mais on a comparé des fibres de carbone avec et sans Fe3C. Et donc, on voit également une amélioration de la cyclabilité avec Fe3C et une amélioration de la capacité de stockage du lithium avec Fe3C. Passons maintenant aux actions pour l'environnement. Alors, j'en ai deux à vous décrire. La cémentite qui permet d'éliminer les polluants de l'eau et la cémentite pour atténuer la pollution électromagnétique. Alors, pour éliminer les polluants de l'eau, il y a eu une expérience qui a été faite en 2015 où, en fait, on a réussi, en mettant des nanoparticules de cémentite encapsulées dans du carbone graphite, on a réussi, en fait, à éliminer le bleu de méthylène des eaux polluées. Donc, vous voyez l'expérience ici. Là, c'est au temps zéro. Et là, ça n'est pas 55 minutes après. Donc, on arrive à récupérer, en fait, les pigments qui se sont accrochés sur la cémentite à l'aide d'un aimant qui est par ici. Donc, depuis, on a continué les recherches et je vous montrerai ce qu'il en est. Et puis, en ce qui concerne la pollution électromagnétique, eh bien, là, les premiers résultats en 2009, avec des matériaux hybrides cémentite et carbone, en fait, c'est des matériaux magnétiques et diélectriques qui vont présenter une absorption des ondes dans une certaine gamme de fréquences. Là, on avait réussi entre 0,9 et 9 GHz. Donc, c'est pareil, on va continuer ces recherches. Et ici, c'est les actions pour éliminer les polluants de l'eau c'est un bilan de ce qui a été fait entre 2017 et 2021. Vous avez une demi-douzaine de catalyseurs. Avec le nom, il y a toujours la cémentite devant. Et puis, le matériau carboné évolue. Et les polluants sont très varient. Ça peut être du phénol, ça peut être des médicaments, vous devez les reconnaître, de l'ibuprofène, du bisphénol, etc. Donc, j'avais choisi une petite illustration ici pour vous montrer combien en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met des particules de Fe3C qui vont réussir à activer un désinfectant. Le désinfectant, c'est toujours ici, le peroxymonosulfate de potassium ou le peroxydisulfate de potassium. Et donc ici, eh bien, on voit pour l'ibuprofène, ici, on voit qu'en mettant de la cémentite dans ce désinfectant, eh bien, on arrive à dégrader l'ibuprofène de façon très rapide par rapport aux autres essais qui sont là sans cémentite. Pour la pollution électromagnétique, j'ai le même genre d'exemple à vous montrer, une demi-douzaine de matériaux. C'est pas dit que j'ai tout trouvé, hein, entre 2014 et 2020. Et donc, on voit les gammes de fréquences qui peuvent évoluer. Et là, on est actuellement vers la conception de tissus qui contient un Fe3C pour protéger des ondes électromagnétiques.
Donc là, c'est tout un cahier des charges important et c'est quelque chose qui est en activité. En ce qui concerne la santé, alors là, je dirais que il y a le domaine est relativement neuf, mais la sémantite montre beaucoup de possibilités et qui irait vers des plateformes theranostiques. Par contre, ce que j'ai à vous citer comme exemple, c'est la purification du sang, où on va en fait mettre des particules de sémantite dans le sang. Elles seront fonctionnalisées pour capturer des agents pathogènes. Elles vont agir comme des nano-aimants et sous l'action d'un champ magnétique, on va pouvoir les retirer. Et plus on les élimine rapidement et complètement, mieux c'est. Et là, on a vu une supériorité par rapport aux nanoparticules élémentaires, enfin habituelles, qui est la magnétite. Il reste 3 minutes. Oui, merci. Elle a des perspectives d'application en hyperthermie magnétique. Alors là, c'est pareil, on utilise des nanoparticules de sémantite, elles sont extrêmement fines, ultra fines, inférieures à 10 nanomètres, et on a réussi à faire une suspension colloïdale, un ferrofluide, qui va très bien réagir. Alors, on arrive à le stabiliser avec de l'acide pluronique, et ça va très bien réagir en expérience d'hyperthermie magnétique. Et donc, sous l'action d'un champ magnétique, le ferrofluide va s'échauffer rapidement. Et c'est pareil, au niveau des performances, c'est meilleur pour que des nanoparticules de Fe3O4 de taille similaire. Et puis une dernière application, c'est le biocapteur électrochimique pour le diagnostic et la prévention des maladies. On travaille aussi avec des nanoparticules ultra fines. Et là, en fait, c'est un exemple qui va concerner la détermination simultanée de 4 types de molécules: l'acide ascorbique, l'acide urique, l'axanthine et la dopamine. Donc, en fait, on voit ici un résultat, on a donné comme exemple, qui évoque qu'il y a pas mal de dopamine. Donc voilà, en conclusion, eh bien, la sémantite, c'est un carbure de fer qui est capable de conférer d'extraordinaires performances aux aciers et aux fontes, d'être une alternative avantageuse aux métaux rares, précieux et aux oxydes de fer, d'être un promoteur électrochimique de matériaux carbonés, un nano-aimant, un nanoradiateur, un récepteur à diverses fonctionnalisations de surface. Et quelques illustrations vont montrer que ce carbure qui est trouvé dans les matériaux produits par l'homme est un bel exemple de composé chimique de rencontre, devenant au fil du temps un matériau avancé qui sera susceptible d'apporter des solutions à des problématiques dans de multiples domaines. Il y a quelque chose de magique, mais pas que. Et ce n'était qu'un aperçu. La sémantite a bien d'autres atouts à découvrir. Je vous remercie. Merci, Elisabeth. Alors, tu as tenu parfaitement ton temps de 9 minutes. Oui, c'est... Donc, on a un tout petit peu de temps pour des questions. Francis. Quand j'ai appris les traitements thermiques des aciers, on parlait pour traiter les aciers en superficie, on parlait de sémentation, de nitruration, de sémentation. Et la sémentation, je crois que c'était pour, bien sûr, garder la résidence du matériau, et on traitait les surfaces. Mais comment on s'y prenait? Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est dans la matière, pour traiter seulement la surface, comment on peut faire? Ben là, c'est un traitement de surface, donc on enrichit la surface en carbone. On enrichit la surface en carbone par exemple, un gaz ou un sément aussi. Donc, il faut s'arranger pour que le carbone ait plus envie d'aller dans l'acier que de rester là où il est. Donc, il y a des réactions, souvent c'est par voie gazeuse. Et donc, en fait, c'est pas que de la sémantite qu'on fait. C'est un enrichissement de l'acier en carbone, parce que plus on met de carbone, plus il est dur. Donc, on arrive comme ça à faire un matériau à gradient de propriété qui est tenace à cœur et qui est dur en surface. Mais il y a aussi des couches de sémantite qu'on n'aime pas parce qu'elles fragilisent le matériau.
ça crée des écaillages, tout ça, et ça Oui. entraînait beaucoup. C'est gênant. Oui. Oui. Vous avez Rappelle dit la couche un blanche. apport de gaz, mais il n'y avait pas aussi des apports de poudre ou Tout à fait. oui, Oui, on enferme le matériau dans une enveloppe contenant des poudres qui vont diffuser leur carbone dans l'acier. Oui. Il y a un bel exemple pour ceux qui ont vu La Grande Évasion. On voit les prisonniers qui ont besoin de faire des tenailles pour couper les barbelés et s'évader du camp. Et ils chauffent des morceaux de fer qu'ils ont taillés en biseau et ils mettent dessus du sucre. Ils avaient droit au sucre et en fait, le carbone du sucre produit de la cémentite dans l'acier et durcit l'acier localement. Et avec ça, ils coupaient les barbelés. On peut faire aussi autrement avec de l'azote. Hein. Alors avec l'azote, il y a le bel exemple des armées hittites qui connaissaient la nitruration en trempant leurs épées chauffées à la bonne température dans l'urine des chevaux, et l'azote faisait de la nitruration. Mais on a le temps pour une autre question. Oui, Jean-Paul. Merci, cher penseur, pour cette maîtrise. Je vais me demander comment la cémentite faisait pour absorber les ondes électromagnétiques. Quel est le processus? En fait, ce que j'ai compris, elle n'est pas toute seule à le faire. Il y a en fait le carbone qui joue le rôle de diélectrique et la cémentite qui apporte sa contribution magnétique. Et donc, en fait, quand les ondes arrivent, on est dans une sorte de ouate. Ouais. Et donc, les ondes, elles sont absorbées par ce matériau hybride. Et mon explication est peut-être pas suffisante, mais en fait, c'est avec ces deux propriétés, magnétisme et diélectrique, qu'on arrive en fait à absorber les ondes. Alors, c'est assez curieux parce que la structure cémentite, c'est en fait des feuillets, mais on trouve ça dans des matériaux assez nombreux. Hein. Le Al3Ni, par exemple, a la même structure. C'est un autre composé de cette famille de composés lamellaires comme la cémentite. D'autres questions, Président? Il n'y a pas de limite à l'utilisation, c'est pas très coûteux, on peut en trouver partout. Non, oui. Pas de souci de ce côté-là. Mais oui, non, c'est pas du tout coûteux. Ça peut même désespérer les dérobeurs de pots catalytiques. Hein. Parce que si on dit qu'on a un pot catalytique en cémentite, là, ça n'a plus d'intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est voler les platines. Donc, oui. Bien, on va clore cette communication sur cette touche d'espoir. Merci encore, Elisabeth.